pour vos questions. Voilà, je crois qu'il nous reste 1 heure pour égayer cette matinée en présence de Jean-Pierre, de Caroline Nidam. Alors, le numérique, on a commencé à en parler, une dimension qui va je crois, du plus personnel à la dimension la plus mondiale et globale et voire même Tout à fait. interplanétaire. Alors moi, enfin, je ne sais pas si j'ai raconté déjà dans une des chroniques comment j'en suis arrivé là. C'est que moi, je viens de la presse. Et ce qui s'est passé, c'est que le hasard, j'ai dirigé un groupe de presse de la filière électrique en 2009, 2010, 2011. Et c'est là où j'ai vu l'impact du numérique sur l'industrie électrique, de l'énergie. Et là, j'ai pris la mesure du fait qu'il fallait peut-être traiter une information au niveau international pour la donner à des acteurs, notamment les collectivités territoriales, pour qu'ils voient ce qui se fait au niveau international dans les moyennes, petites, grandes villes ou régions. Voilà. Je crois que le partage d'informations, c'est la clé Voilà. aujourd'hui. Et actuellement, bien sûr, je fais cette activité depuis 2011. J'ai un site qui fonctionne par abonnement. Et actuellement, il y a trois sujets qui sont très importants. C'est la question de la cybersécurité. Les collectivités sont de plus en plus attaquées. Moi, par exemple, je suis même depuis 2017, je suis la politique de la cybersécurité du gouvernement ukrainien, qui sont très en avance parce qu'ils ont des problèmes avec la Russie qui datent déjà depuis 2014, à l'époque quand il y a eu les premiers problèmes, notamment au niveau attaque sur des centrales énergétiques, électriques. Ce qui fait que les Ukrainiens se sont préparés depuis un moment à ça. Et puis il y a une chose qu'on oublie par rapport aux pays de l'Est, c'est aussi des grands pays de scientifiques, de mathématiques et tout. Et les Ukrainiens, c'est un pays qui était très en avance sur la question du numérique. Euh, euh, Avant la guerre, jusqu'à la guerre, souvent même des entreprises européennes faisaient appel à des développeurs, à des techniciens ukrainiens parce qu'ils sont très compétents. Et ce qui fait que sur la cybersécurité, il y a une montée en gamme. Ils travaillent beaucoup avec des polices de la cybersécurité européenne, notamment ils travaillent avec les Anglais, avec les Suédois. Et ce qui est intéressant par rapport à nous, c'est qu'ils ont commencé à former des agents territoriaux, des fonctionnaires territoriaux bien en avant. Et nous, c'est un des talons d'Achille encore de nos collectivités territoriales, de nos mairies, de nos départements, enfin régions, administrations territoriales. C'est que souvent, on a des fonctionnaires, des agents territoriaux qui travaillent et qui n'ont pas encore été formés. Et ce qui fait que... À votre avis, c'est de l'inconscience ou un manque de moyens? Je pense qu'il y a encore une culture qui n'a pas été Parce que quand même, on évangélisée. commence à être Oui, à voilà. savoir Oui. qu'il faut protéger ces données. Je dis On a pas eu que les ça retombées. se fait pas. Déjà, ça commence, mais c'est pas à l'échelle qu'on peut voir ailleurs. Et surtout que, et Jean-Pierre qui connaît très bien ce sujet, surtout que la cybercriminalité joue souvent sur le manque de connaissances humaines sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et on dit souvent plus de 80 à 90% des cyberattaques sont dues au fait qu'il y a un facteur humain qui a fait une erreur, qui a ouvert un email ou voilà. Voilà. Ce qui fait C'est que vrai. de ce point de vue-là, il y a tout un travail dans nos collectivités, notamment ici dans la région, tout un travail à faire. Et ça, moi, mon rôle, c'est de donner des informations de ce que font les autres, que ce soit les Ukrainiens, mais aussi les autres polices de la cybersécurité européenne ou au niveau international. Et pour exemple, il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une interview d'un fonctionnaire territorial texan-américain
qui avait une expérience de l'électronique sur la Silicon Valley en Californie et puis qui a travaillé dans l'intelligence américaine. Voilà, quelqu'un de très grand expert. Et c'est très intéressant. Il m'a raconté un jour, il a dit, moi, je ne veux pas continuer à faire des startups, à gagner de l'argent. Je veux retourner vivre dans le territoire où je suis né, où ma famille. Il est retourné au Texas et il a dit, je voulais jouer un rôle pour les citoyens. Et il est devenu fonctionnaire DSI, c'est-à-dire directeur de système d'informatique et d'information, d'une petite ville qui s'appelle Seguin, de 30 000 habitants. Et ce monsieur a fait en 3-4 ans de cette petite ville un exemple de bonne pratique reconnue aux États-Unis sur la cybersécurité. En faisant quoi? En formant tous les fonctionnaires, employés de la mairie. Il m'a raconté, c'est qu'il n'y a pas un fonctionnaire qui est embauché qui ne passe pas d'abord par son service pour être formé. C'est important. Voilà. C'est important. Et ça, c'est des choses qu'il faut que nous, ici, on prenne en compte, surtout quand ça peut toucher à des enjeux vitaux comme les hôpitaux. Voilà, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet sur lequel je travaille, c'est l'intelligence artificielle appliquée au territoire. J'ai donné l'exemple de ce groupement entre universités, Pays Basque, Bilbao, Rotterdam et tout ça, travailler sur l'intelligence artificielle pour les gens vulnérables et tout. Il y a d'autres exemples en Catalogne, en Espagne, mais aussi en Italie et tout. Et moi, je fais une veille par rapport à ce qu'on appelle des politiques publiques appliquées au numérique pour les collectivités, c'est-à-dire ce que font les collectivités, le développement des politiques publiques. Et ça aussi, on est encore un peu en retard. C'est-à-dire de réfléchir, de faire un cahier des charges, de faire un travail dans des régions sur c'est quoi une politique publique pour mon département sur ces questions-là. C'est très important. Il y a d'autres pays où il y a des initiatives. Je vais revenir sur la question de, par exemple, entre industrie et intelligence artificielle. Il y a l'exemple d'une université en Argentine qui s'appelle Mendoza. C'est une ville moyenne et son université, ils ont des universitaires, notamment une dame, qui a fait des initiatives de former des fonctionnaires de l'administration territoriale à ce que c'est l'industrie du futur, pour qu'ils aient, par rapport au développement du territoire, des connaissances sur ce secteur-là, parce qu'on est en train de passer à un autre paradigme de l'industrie, où il n'y a plus d'usines, il y a des usines avec des robots. Ça change complètement par rapport aux salariés qu'on peut avoir sur son territoire. Ce ne sont plus les mêmes. Et ouais. ça, les collectivités, ils doivent quand même avoir des connaissances. Et puis pour les politiques publiques, là je fais un article j'ai parlé tout à l'heure d'Alan Turing, qui est un peu le père de l'intelligence artificielle, scientifique anglais. Mais il y a un institut à Londres qui porte son nom, qui a des campus en Angleterre, et ils ont un département dédié aux politiques publiques de l'intelligence artificielle. Et je vais faire un article pour présenter ce sujet. Sinon, je traite aussi des Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez allé au Salon des maires. Je vais à la MIF, Est-ce que sur ce salon, vous voyez que dans les stands qui sont présentés, les maires ont accès plus facilement aujourd'hui à ce type de programme ou de conseils Nous sommes un pays où l'élu souvent s'appuie sur son DGS, son directeur général des services et tout, et ce qui fait que c'est eux qui font le travail. On est un pays de fonctionnaires, on fonctionne par silo.
Dans le cadre de la formation, moi je travaille avec le CNFPT en France. On a un centre qui s'appelle le Centre national de la fonction territoriale. Il y a un budget qui vient des collectivités territoriales et toute la formation des agents territoriaux est centralisée là. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Quand on voit dans d'autres pays, les Allemands, les Landes, chaque région, ils ont des ministres de l'économie, tout ça. Et ils peuvent faire des initiatives que nous, on a un système pyramidal. Des fois, ça peut bloquer les choses, ce qui fait que c'est vrai qu'on a des élus qui n'ont pas, en tout cas en Île-de-France, pris la mesure dans leur totalité. Vous avez des fois des maires qui eux-mêmes sont du domaine. Je prends l'exemple du maire de Saint-Ouen. Avant de devenir maire, il était dans la cybersécurité, l'entreprise. Ça, c'est un avantage des fois, mais je ne peux pas dire que c'est vraiment généralisé, quoi. Et surtout pour une région comme l'Île-de-France, qui est quand même en termes économiques la première région européenne, hein, en termes, ça pose encore, il y a des soucis encore, voilà. Et puis, vous ne pensez pas que les gens ont déjà ont dû s'adapter à une première révolution numérique, hein, dans les années 2000, 95-2000, on est déjà passé à l'ère d'Internet. Et est-ce que là, l'idée de refaire une nouvelle révolution numérique, ça les effraie pas un peu Est-ce qu'ils ont envie de faire l'effort? On ne peut pas ne pas faire l'effort parce qu'il en va des citoyens, il faut les protéger, du fonctionnement du territoire. Ce qui fait que c'est là où la question d'avoir des politiques publiques, c'est très important parce qu'il faut aller là où ça rend service, pas là où ça pose problème. Vous avez parlé de TikTok. Je vous donne un problème. Moi, je suis journaliste aussi, je suis observateur. Quand vous voyez que une des personnes qui s'occupe des politiques publiques de TikTok vient du monde des ministères, du monde culturel français et tout, ça pose problème du fait qu'il a des entrées au niveau culturel, alors qu'on sait que derrière... Et des infos. Voilà, alors qu'on sait que derrière, c'est pas très clair. Qu'est-ce qu'on fait avec nos données dans un pays où a été créé TikTok, la Chine? Voilà, ça c'est un vrai problème. Pas que TikTok, les GAFA aussi. Les GAFA ont une politique d'embauche souvent de gens qui sont influents dans la sphère politique. Lobbying, hein. Ça, voilà, lobbying, ça pose vraiment des problèmes. Ça aussi, il faut être très très prudent. Voilà. Oh, je crois que ça, on va le trouver un peu dans tous les secteurs. Il y a toujours quelques têtes d'influence qu'il faut aller toucher. Et puis, il y a une chose, nous sommes un pays de culture. Et ça, c'est très important. On a une tradition, le monde scientifique et le monde culturel. Là, ce n'est pas étanche. Au XIXe siècle, la première exposition d'électricité en 1881 le commissaire était Georges Berger. Et il était en même temps professeur aux Beaux-Arts. Il venait d'écrire un livre sur la peinture française. Voilà, c'est vraiment très important. C'est vrai qu'on a aussi une révolution au niveau culturel, avec l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et moi, je travaille aussi beaucoup en réalité virtuelle. Voilà, ouais. Et les deux combinés, aujourd'hui, amènent au milieu créatif des opportunités incroyables. Quoi. Et comme Total Impro maintenant, avec l'intelligence artificielle fait... avec son journal, totalement fait par intelligence artificielle et distribué dans les meilleurs points de vente des Yvelines. Ça me fait quelque chose. Et pour revenir à la photo, je vais vous donner un exemple. En 1988, je crois que c'était en 89-88, il y a eu une très belle expo à l'Institut du monde arabe d'un grand photographe français, Plossu.
Et c'était par rapport à ses voyages dans les années 60 au Maroc et tout. Et moi, comme journaliste, critique culturelle, j'ai commencé à chercher, toujours on cherche, qu'est-ce que je vais écrire sur cette expo. C'est très important. Et quel est l'angle. Et je me souviens toujours, je me suis arrêté devant une petite photo. Tous les autres l'ont regardé puis sont partis. Et moi, je me suis arrêté parce que je suis né au Maroc, je connais le pays. Et là, Plossu photographiait une locomotive qui sort de la vallée de la ville de Fès. On ne voit pas la ville, on voit deux rochers et on voit une locomotive qui sort. Et moi, j'ai dit, c'est ça Plossu, c'est ça son imaginaire, sa photographie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas succombé à l'exotisme. Souvent on tombe dans l'exotisme quand on va à Marrakech, au Maroc et tout. Et lui là, cette photo, et j'ai fait tout un article brute, sur ça. Et pourquoi je raconte cet article? Parce que on était poussé soi-même à réfléchir, à développer sa propre narration pour raconter quelque chose en tant que journaliste. Pour les écrivains, c'est la même chose et tout. Et quand on se trouve devant une page comme ça pose des questions aussi. C'est-à-dire, on donne à une intelligence matérielle d'écrire quelque chose. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est de qualité? Et c'est là où ça pose vraiment... Alors là, on a quelque chose d'un peu particulier aussi, parce que la base de cet article, oui. C'est une vraie interview. Ah oui. C'est un vrai total impro qui a été Ouais, tourné par Jean-Pierre. Oui. Et c'est l'intelligence artificielle qui a mouliné pour mouliné. sortir un résumé. Tout à fait. Et dans le style que Jean-Pierre lui a demandé dans le prompt. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a chez nous... Même les photos, là voilà, on a la tout à vraie fait. photo de Jean-Philippe Oui. qui a été repassée à l'intelligence artificielle. Voilà. Il a vraiment voulu aller jusqu'au bout du concept. Ouais. Et donc on a quand même une base qui a été réalisée par Jean-Pierre. Voilà, et je ne sais pas, peut-être... Donc c'est quand même la personne, enfin voilà, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, on a quand même quelqu'un derrière ouais. Pour la faire travailler, quoi. Alors moi, je l'utilise pour chercher de l'information. Ça m'a vraiment facilité Ça énormément. synthétise une Après, quantité il faut de données vérifier, incroyables. bien sûr. Voilà. Je prends l'exemple de ce consortium entre l'Université Rotterdam et tout sur l'intelligence artificielle pour les citoyens en situation de vulnérabilité. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Après, il faut vérifier l'information. Il faut aller sur le site des universités, chercher de l'info. Ça, c'est le travail des journalistes. Je suis Toi, Caroline, comment tu fais pour... Je vais vous laisser parce oui, que voilà, c'est une inviter transaction. Caroline. Voilà, je suis désolé de à vous laisser. Merci réagir. encore. Ben, merci à toi, Voilà, Nida. alors ça s'appelle Territorial Challenge. J'en appelle aux collectivités locales, aux élus, aux responsables des communes et tout, de vraiment réfléchir comment ils peuvent accéder à de l'information. Comment intégrer le numérique dans la vie quotidienne de leurs citoyens. Ils sont de leurs responsables. citoyens. Voilà. Et c'est à eux de l'impulser. Territorialchallenge.com. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Nida.